Mesdames et messieurs, voilà, nous entamons la deuxième table ronde de cet après-midi, en compagnie de Marguerite. Merci à tous les représentants d'associations d'aide aux victimes auxquelles nous pensons fort et qui sont au cœur du sujet aussi de cette table ronde qui s'intitule donc la continuité dans l'engagement juridique, un terme un intitulé qui n'a pas forcément été compris par tout le monde, mais je crois que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Françoise n'étant plus là, qu'est-ce qu'on fait après elle? Voilà. Alors, beaucoup de qualificatifs, de mots ont été dits pour Françoise. Peut-être pour entamer notre table ronde, 2 phrases sous l'égide de 2 auteurs. La première de Paul Éluard. On transforme sa main en la mettant dans une autre. On transforme sa main en la mettant dans une autre. Caractériser ce qu'a fait Françoise. Voilà. Cette solidarité nationale, cette reconnaissance et qui participe à la résilience. Et ensuite, cette phrase de Paul Ricoeur. Derrière la clameur de la victime se trouve une souffrance qui crie moins vengeance que récit. Et je crois que c'est là tout son engagement à travers de cette création du fonds de garantie, parmi toutes les créations dont a été à l'origine Françoise. Je vais faire court, je m'arrête là. Peut-être je te laisse la parole pour présenter nos différents intervenants, Marguerite. Très bien. Alors effectivement, l'intitulé de cet atelier nous a fait un petit peu l'objet de débats entre nous, donc c'est très bien, mais c'est aussi que de parler de la continuité après toutes les actions de Françoise, c'est aussi de se donner un sacré défi, y compris au niveau juridique, et peut-être même surtout au niveau juridique. Peut-être parce que passer du concept de la permanence de soutien de l'État dont vont nous parler nos intervenants à celui du suivi de l'individu, ça fait aussi partie de cette mission de Françoise et c'est cela peut-être qui va nous interroger dans cet atelier. Et comment faire aussi le lien entre ce qui est l'institution et la temporalité de la prise en charge également. Lorsque l'on sait que, selon les dires de Françoise, on est victime d'un attentat, on l'est toute sa vie. Pour nous aider à trouver un éclairage sur ces questions, sont aujourd'hui présentes à nos côtés, donc Madame Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État d'aide aux victimes de 2016 à 2017, je ne me trompe pas, avocate de formation, magistrat auprès de la Cour des comptes, élue aussi, et interlocutrice privilégiée de Françoise Rudetsky dans nombre de ses actions. Monsieur, est-ce que c'est Renki ou Renki? Je m'excuse. Eh bien voilà. Non mais à chaque fois je vais le faire. Donc directeur du fonds de garantie des victimes, institution financée par la communauté des assurés, il s'en expliquera. Interface nécessaire entre les auteurs et les victimes. Le docteur Samuel Benayoun, médecin psychiatre, expert auprès de la Cour d'appel de Paris, et je crois ami personnel de Françoise Rudetsky des différents entretiens que nous avons pu avoir. Alors effectivement, et vraiment là, en 2 mots, puisque je ne vais pas prétendre remplacer Madame Jolicose, première présidente de la Cour d'appel de Poitiers, mais malgré tout, dans l'échange que nous avons eu avec elle, elle a pu beaucoup insister sur le fait que le juge est et reste le lien avec la société dans ses problématiques, qu'il est le lien symbolique qui réprime et qui sanctionne, mais elle a insisté aussi beaucoup sur le fait que, en tant que juge pénal, du coup, si le juge pénal s'intéresse essentiellement à l'auteur, et ce qui peut choquer beaucoup les personnes que l'on appelle victimes, on pourrait peut-être donner un autre mot, Sabine, peut-être les blessés de la vie, elle a insisté sur le fait que les magistrats devaient être impérativement formés au psychotrauma, comme il était aussi important qu'il y ait une place de la victime dans les prétoires pour que sa restructuration, sa restauration aussi dans la société puisse se faire de façon convenable, correcte et adaptée. Donc elle a vraiment un accent extrêmement militant sur effectivement ce qui est aujourd'hui notre credo à tous les magistrats que nous sommes, c'est-à-dire plus de moyens, plus de formation, plus d'aide, plus de personnes pour que nous puissions travailler effectivement aussi sur
cette mission du juge qui reste le juge de la cité. Et quand on est juge de la cité, eh bien, on ne peut pas ignorer les accidentés de la vie sociale, parmi lesquels, effectivement, les victimes, qu'elles soient des victimes d'attentats ou des victimes de violences conjugales. Donc, effectivement, c'est le cheval de bataille de Mme Joly-Cause, mais c'est aussi celui de beaucoup de magistrats dont je fais partie. Voilà. Je vais vous donner la parole tout de suite. Bonjour à tous. Je suis heureuse et émue de vous retrouver, de retrouver des visages de ceux avec lesquels on a dû faire face à des situations dramatiques. Et merci Florence Eskenazi de votre présence toujours lumineuse. Je me souviendrai toujours de la rencontre quand j'ai été nommée à l'aide aux victimes en février 2016. Donc il y avait jamais eu de ministère rattaché à Matignon chargé de l'aide aux victimes. Quand le président Hollande m'avait appelé pour me parler de la question des victimes, je savais, en tant qu'ancienne avocate, même si j'avais fait que du droit des affaires, qu'il y avait quand même un vrai sujet sur la prise en charge des victimes. Et en discutant avec quelques spécialistes, vite, l'idée d'une prise en charge multidimensionnelle est apparue. Et donc, avec le président et le Premier ministre, avant d'accepter, il avait bien été clair entre nous qu'il faudrait que ce soit un rattachement Matignon pour pouvoir lever l'ensemble des freins qui touchent pas que le ministère de la Justice, mais évidemment tous les autres ministères, on va y revenir. Et puis quand nommée toute jeune, je connaissais rien en fait à la question des victimes de catastrophes. Rien, parce qu'en réalité, j'avais jamais rien vécu de tel. Et je vois Françoise qui arrive à mon bureau, j'avais été nommée depuis quelques jours, tout le monde m'avait dit il faut absolument que tu vois Françoise. Le président de la République m'a fait dit il faut que tu vois Françoise. Donc c'est la première personne que j'ai vue. Et ce que j'avais trouvé fascinant, c'est que j'avais vu ça avait été son combat depuis toujours, et elle arrive dans mon bureau sur sa chaise roulante. Elle pétait la forme, comme toujours, lumineuse. C'était enceinte, un peu fatiguée, et avec beaucoup de patience, une patience infinie, sans jamais être blasée. Parce qu'elle en avait vu passer les critiques, donc elle aurait pu se dire encore un, etc. Elle arrive et on démarre par le menu, le sujet. C'était passionnant. Et avant de se séparer, je lui dis Françoise, dites-moi les 5 mesures qu'il va falloir prendre vite, parce qu'on va pas avoir peu de temps. Moi, j'avais été nommée début février 2016. Je me doutais que 2017, ça serait pas complètement gagné. Donc, j'ai dit Françoise, on a 13 mois, donc va falloir aller vite. Qu'est-ce qu'on doit faire en priorité? Et c'était merveilleux parce que comme elle était précise, que juridiquement on se comprenait très bien parce que j'ai fait un tout petit peu de droit aussi dans ma vie, on a pu aller droit au but. Elle a fait sa liste de courses, ce qui est merveilleux pour un ministre qui arrive et qui n'a pas encore construit son action, parce que alors c'était fabuleux. Et comme j'avais un engagement du Premier ministre et du Président que on allait pouvoir faire plein de choses, eh bien ça a été prodigieux et je l'ai trouvé extraordinaire de patience, d'obstination, de capacité aussi à s'adapter à un environnement que vous connaissez par cœur, qui était mouvant, avec des associations que je remercie ici, mais qui elles aussi étaient elles-mêmes soumises à des aléas de moyens, à des aléas humains. Et donc ça a été un extraordinaire partenariat. Quand vous avez dit cette phrase de Paul Éluard, une main qui se tend et qui transmet à l'autre, je pense à Françoise qui nous a vraiment transmis le militantisme et surtout cette idée de l'autre, cette idée de l'aide qui est aussi gratifiante pour celui qui aide finalement que pour celui qui reçoit. Et puis nous avons commencé à cheminer, et je voulais vous dire, pour revenir au sujet qui nous occupe, la continuité de l'engagement juridique. Quand on a travaillé la question ensemble, je vais faire un détour par la politique, parce que le droit, au fond, n'est jamais que le reflet d'une volonté politique, à un moment donné, et la volonté politique, au moment de la création de ce secrétariat d'État chargé de l'aide aux victimes, était double. C'était d'envisager un accompagnement dans toutes ses composantes. Bien sûr, dans la composante indemnisation et dans la composante d'accompagnement sur le procès. Mais souvent, les magistrats vous disent, il y en a ici, je vois l'ancienne déléguée interministérielle à l'aide aux victimes, et j'en étais moi-même convaincue, c'est quand même pas le premier métier que celui de la chancellerie, et Robert Badinter me le disait lui-même, qui était mon parrain, ça n'est pas le premier métier que celui du ministère de la Justice, qui est de s'occuper des victimes dans toutes leurs dimensions, ni dans la dimension de restauration, ni dans la dimension d'accompagnement psychologique, évidemment.
la question judiciaire est importante, mais si l'on considère que les victimes n'ont pas toutes la possibilité d'avoir accès au procès, il est certain qu'elles ont toutes le droit, toutes, je dis bien toutes, le droit d'être accompagnées par les pouvoirs publics dans leur retour à une vie aussi normale que possible. Et l'accompagnement par les pouvoirs publics, quel est-il? Il est aussi, et c'est le plus important à mes yeux aujourd'hui, la capacité de l'État et des collectivités locales à intervenir ensemble et de façon intelligemment coordonnée. Françoise disait toujours, l'aide aux victimes, ça commence à la minute du drame. C'est dans l'urgence et dans la continuité. Et à la minute du drame, pourquoi? Et vous l'avez très bien dit, Madame Prieto, et tous les psychiatres le savent, et vous aussi, vous le savez mieux que personne, parce qu'il se noue quelque chose dans les mots. Même si on est simple politique ou simple élu ou simple association et qu'on n'est pas psychiatre ou psychologue, dans les mots que l'on prononce, il y a quelque chose qui se joue. Or, l'État est là pour protéger. L'État est là pour accompagner, pour protéger. Et donc, son premier travail, c'est au moment, je vais m'appuyer sur l'attentat de Nice, au moment où l'attentat survient, il fallait que l'État veille à ce qu'au même endroit se trouvent toutes les solutions d'aide et qu'elles soient bien coordonnées. Julien Renski, que nous venions de nommer depuis 3 jours, était à Nice et avait envoyé ses correspondants de telle sorte que lorsque les victimes avaient des questions, et elles ont bien le droit de penser tout de suite à comment je vais financer le rapatriement d'un corps, enfin personne n'a de leçon à leur donner, il faut qu'on puisse leur dire, voilà comment ça va se passer, le FGTI va débloquer X milliers ou centaines d'euros pour vous aider. Si elles ont des interrogations, évidemment, sur où est mon parent et dans quel hôpital se trouve-t-il, il fallait qu'au téléphone, via la cellule interministérielle des 2 victimes et le numéro unique, il puisse y avoir une coordination telle que l'information soit vérifiée, soit fiable. Et ça demande évidemment une organisation administrative dédiée. Et puis, il fallait aussi, évidemment, et c'est le travail des OPJ et puis le travail de la justice, que la question de l'identification des corps ne pose aucun doute et que l'information soit délivrée avec subtilité et avec certitude. Et j'ai été frappée à Nice, en particulier de la police technique et scientifique, qui a donné, en lien parfait avec la gendarmerie cette fois-ci, contrairement à ce qui s'était passé en novembre, mais cette fois-ci, il y avait une telle coordination entre la PTST, la gendarmerie, qui avait amené son laboratoire d'identification sur place, que les officiers de police judiciaire ont fait un travail extraordinaire, mais aussi, et c'était frappant, un travail psychologique inouï, puisque certains n'ont pas dormi pendant 48 heures, et c'était les mêmes qui devaient amener les victimes à l'identification ante-mortem et post-mortem, ce qui est parfaitement traumatisant que de demander à une mère qui a perdu un enfant d'apporter un reste de cheveux pour pouvoir procéder à l'identification d'un corps. Et il faut dire qu'ils étaient parfaitement formés pour cela. Et pourquoi l'étaient-ils? Parce que le chemin, le militantisme, Françoise, d'autres, vous, avez commencé à infuser. Et que petit à petit, cette culture de l'aide aux victimes a commencé à se diffuser dans tous les corps de l'État, et pas seulement au ministère de la Justice. Donc, la construction de cette continuité de l'engagement juridique, au fond, c'est la continuité de la politique de l'aide aux victimes. Et donc, il y a une transversalité entre les ministères. Donc le ministère des Affaires étrangères, parce que c'est celui qui, à l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, était chargé de centraliser dans l'urgence, donc c'était la cellule d'intervention pour l'aide aux victimes, c'était une cellule interministérielle qui était abritée au Quai d'Orsay et sur laquelle j'avais l'autorité. Et cette cellule-là était au ministère des Affaires étrangères, qui y participaient, des agents de l'État, des agents du Quai d'Orsay, des agents du ministère de la Justice, des agents du ministère de la Santé, des associations évidemment, des agents du ministère de l'Intérieur, et tout ce monde-là partageait cette information et partageait aussi son savoir-faire pour être présent sur le terrain, puisqu'à Nice, il y avait des correspondants de la SIAV, donc, qui étaient présents et qui étaient aussi agiles, mobiles, tout ça avec évidemment le travail exceptionnel que nous menions avec le procureur Molins, qui était parfaitement soutien et vraiment et référence indispensable pour l'action que nous avions menée. Alors si je vous raconte tout ça, c'est que la continuité, c'est aussi la continuité dans le temps et que nous avions aussi construit, créé
un suivi de l'aide aux victimes que j'avais voulu égal et partout, puisque j'avais mis en place dans chaque département de France et sous l'autorité conjointe du préfet et du parquet des cellules, c'est-à-dire des lieux d'identification, des lieux d'aide, de l'aide aux victimes, qui étaient spécifiquement dédiés à ça, qui existent toujours aujourd'hui, et qui nous avaient permis de dire que dans tout le territoire de la France, quel que soit votre lieu d'habitation, si vous aviez été victime d'un attentat, vous pouviez trouver auprès de cette cellule départementale de l'aide aux victimes aide, soins, informations, suivi et intervention. Alors la continuité, c'est aussi la continuité de l'aide aux victimes, pas seulement les victimes d'attentats. Alors c'était l'un des points clés du décret, de mon décret d'attribution. J'y tenais et nous l'avions fait. Donc j'étais aussi chargée des victimes de catastrophes naturelles, on l'a évoqué tout à l'heure, des victimes d'accidents collectifs sur lesquels nous avions réécrit le règlement intérieur, et aussi des victimes d'infractions pénales classiques. Et les victimes, toutes ces victimes-là ont des points communs. Alors je sais que c'est très difficile de dire à des associations d'aide aux victimes d'attentats, nous allons aussi travailler avec les associations de femmes victimes de viols et de violences, car chacun a l'impression que son histoire est unique, et c'est vrai, mais il y a quand même des points communs, en tout cas dans l'action des pouvoirs publics. Il y a des points communs sur la prise en charge psychologique, il y a des points communs sur l'indemnité, même si le droit des victimes de terrorisme est spécifique, il y a des points communs aussi sur la vie d'après. Et la vie d'après, c'est la reconstruction post-traumatique, mais c'est aussi l'accompagnement social et parfois aussi l'accompagnement dans le retour à l'emploi. Et dans toutes ces dimensions-là, justifie bien une intervention des pouvoirs publics, car si l'on croit à l'État-providence, et si l'on croit à l'État-providence aujourd'hui, sa spécificité, c'est d'être là en cas de gros drames et de gros pépins, et hélas dans une vie, nous sommes tous confrontés à des gros drames et à des gros pépins. Donc la restauration du lien avec l'autorité publique, à mon sens, se joue dans les drames. Et si dans un drame, la puissance publique n'est pas là, la confiance dans notre projet de République, si je puis dire, s'effrite. Je ne veux pas être trop longue, je voulais aussi terminer par un hommage à l'action de Françoise quant à la mémoire et à l'histoire de ce que nous avons vécu victimes d'attentats et de ce que ça imprime dans le récit de l'histoire de France. C'est pour ça que je trouve que toutes les initiatives, et en particulier Thierry Bobet, la résilience, sont importantes, parce que une aide psychologique, une aide matérielle, tout ce que nous mobilisons avec de l'argent public, parce que tout ça c'est de l'argent public, permet d'expliquer aux générations futures à quoi ça sert de faire société, pourquoi nous sommes là ensemble. Et être là ensemble, c'est aussi montrer que la question de la solidarité, la question de l'empathie, la question capable de donner la main à celui qui a été victime d'un drame et qui a besoin de cette question-là mérite d'être inscrite dans une perspective historique et dans un discours politique. La politique n'est pas un vain mot. Et s'il n'y avait pas eu de volonté politique de créer le secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé de l'aide aux victimes, nous n'aurions pas pu engranger tous ces progrès. Nous n'aurions pas pu proposer à Bruxelles, ce que j'avais fait, un texte européen sur l'aide aux victimes avec plusieurs ministres de l'Intérieur, de la Justice, plusieurs ministres européens, italiens, espagnols, avec le commissaire anglais aux Affaires intérieures. Et nous n'aurions pas pu mobiliser aussi un savoir-faire dont la France a fait aussi la démonstration lors de la CIVIC, qui était la première et unique convention internationale de l'aide aux victimes. Et le discours que la France porte sur les victimes, c'est non seulement aussi le discours d'une nation qui a été victime d'attentats, mais d'autres l'ont aussi été. Il y a Israël, il y a aussi évidemment Madrid, Londres, beaucoup de pays en Europe. Donc on a hélas un passé commun de victimes d'attentats, mais il y a aussi pour la France, pardonnez-moi de faire un peu cocorico, mais en France quand même il y a un petit savoir-faire. Et je vous le dis parce que je ne cesse de comparer les politiques publiques de santé entre la France et d'autres pays européens, et je l'avais fait aussi pour les victimes. On a la chance d'avoir un État, France, avec des préfets, donc avec une organisation centralisée, avec des parquets, et avec la capacité d'avoir une organisation interministérielle qui sait, quand c'est bien piloté,
confier aussi aux associations des objectifs. Et donc l'idée qu'il y ait une politique unifiée, qui s'adapte évidemment à chaque territoire, mais une politique unifiée qui ait quelques objectifs de solidarité sur l'aide aux victimes, pour moi c'est essentiel. Et donc je regrette infiniment qu'il n'y ait plus aujourd'hui une autorité politique chargée de l'aide aux victimes, car s'il y avait une autorité politique chargée de l'aide aux victimes, elle pourrait aussi tirer le fil du savoir-faire accumulé sur les victimes d'attentats, pour lesquels il y a encore plein de progrès à réaliser, mais tirer ce fil-là sur toutes les autres victimes et justement éviter ce qu'on entend souvent qui est la concurrence victimaire. Et je crois profondément que la politique publique de l'aide aux victimes existe. Vous l'incarnez magnifiquement, Françoise l'avait pensé, puisque c'est elle qui avait pensé tout ça. Chacun dans votre savoir-faire spécifique est unique, et je trouve que ce savoir-faire devrait donner lieu aujourd'hui à une revendication d'une matière. Moi, je enseigne à Sciences Po, mais je pense que ça devrait continuer à être fait, c'est-à-dire qu'il y a un savoir-faire français de l'aide aux victimes, qui est un savoir-faire sanitaire, et Florence Ashkenazi le sait bien, en particulier pour les enfants, et qui est aussi un savoir-faire en termes judiciaires, en termes juridiques, en termes d'indemnisation avec le FGTI, qui est quand même une institution quasiment unique au monde, et aussi en termes de savoir-faire avec les associations qui sont vraiment précieuses aujourd'hui et qui mériteraient, je pense, d'être renforcées et d'être probablement mieux dotées et sans doute aussi mieux pilotées. Voilà, je veux pas être trop longue. Je vous remercie beaucoup. Il y a plein de choses à dire et merci en tout cas de cette invitation.